Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tous les soirs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Et comme tous les soirs, en direct sur votre télé, sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, comme tous les jours, n'hésitez pas à commenter, à questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct. Ce soir, on commencera par prendre le chemin des stations avec notamment le tout nouveau directeur de l'Office de tourisme de la Clusaz qui viendra nous expliquer tout ce qui est mis en place dans la station pour la saison estivale, et il y en a des choses à dire. Sophie Sesmat sera également des nôtres comme chaque mois pour nous parler en détail de ses dernières trouvailles. Là aussi, on aura beaucoup de choses à dire pour ce mois de mai. Et enfin, j'accueillerai Ismaël Ben Slimane qui a grandement collaboré au nouveau livre intitulé Référendum d'initiative solidaire expliqué à tous. Bref, tout un programme. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Et on commence comme tous les soirs avec les titres de l'actu. Ce soir, c'est Clémence qui s'y colle. Bonsoir Clémence. Salut Manu. Et avec toi ce soir, dans le cadre du journal télévisé, nous allons parler des places de parking du côté d'Annecy. Absolument, puisque se garer en ville est devenu un casse-tête et trouver une place gratuite relève maintenant du défi. Et à Annecy, la mairie veut augmenter donc le nombre de stationnements payants. L'objectif, c'est favoriser la rotation des véhicules. Les explications à venir dans le journal. Dossier complet 18h30 et un autre reportage en titre avec des petites bêtes, mais très sympathiques. Des abeilles, des petites bêtes, comme tu dis, indispensables à notre écosystème et à notre survie. Elles sont devenues une véritable mine d'or pour les apiculteurs qui les élèvent et commercialisent les reines de ces abeilles. Reportage tout en bourdonnement à suivre dans le JT. Magnifique, on a d'y être à 18h30, restez fidèles à 8 Mont-Blanc. On enchaîne avec une petite revue de presse et toi tu nous as trouvé une très belle action contre le cancer. Oui, alors, si je te dis Voga Longa, Manu, est-ce que ça te parle ? Objectivement, pas du tout. Pas du tout. Alors, il s'agit d'une course de bateaux, avirons ou autres embarcations, elles sont toutes autorisées, quasiment toutes, d'une trentaine de kilomètres dans la lagune de Venise. Alors, si j'ai fait ma revue de presse ce soir pour ça, c'est parce que l'association 4S, Sport, Santé, Solidarité et Savoie, vient de lancer un nouveau défi, emmener 40 femmes atteintes d'un cancer à participer à la course. Alors, le 27 mai, ces femmes vont s'élancer pour le départ de la 5e édition de À la mer à vélo, pour un périple de plusieurs centaines de kilomètres. Alors l'objectif de cette année est donc de rejoindre Venise pour la fameuse course de bateau. Au total, 10 d'entre elles feront la totalité du trajet à vélo, donc jusqu'à Venise. Oui, quand même. Ouais. Ces femmes alors sont soit atteintes d'un cancer, en rémission ou encore en traitement. Il reste une dernière chose à régler, le financement, bien sûr, de cette opération. Alors, le budget total atteint les 34 000 € et l'association vient de lancer un appel pour réunir les 5 000 € restants pour ainsi boucler le budget. Alors, le lien est sur le site de France Bleu, sur l'article, pour la cagnotte, si ça intéresse. Et on leur souhaite évidemment bonne chance. Plein de réussite. C'est vrai, c'est un beau projet. Et une deuxième revue de presse, je suis presque jaloux de ne pas l'avoir trouvé moi-même, mais tu vas nous parler d'un perroquet incarcéré. Oui, je savais que tu allais être jaloux pour cette revue de presse. Donc direction tout de suite le Brésil, les plages de sable fin, le soleil et les caipis bien sûr. Mais le Brésil est aussi malheureusement connu pour Jair Bolsonaro, son président, et les cartels. Alors c'est une histoire assez insolite sur laquelle je suis tombée donc, sur le site de l'Essor Savoyard. Alors que la police s'apprête à faire une descente dans un lieu connu de l'état de Piauí, je ne sais pas si je prononce très correctement, mais Piauí, on t'en tiendra par rigueur pour le trafic de drogue. Alors un perroquet qui montait la garde s'écrie « Mama, la police ». En voyant les policiers arriver, un homme d'une trentaine d'années a été embarqué et avec lui le perroquet en question. Une fois emprisonné, il aurait, le perroquet, pourtant gardé son bec bien fermé, cite le journal Le Guardian. Examiné par des vétérinaires, il semblerait que le volatile ait été dressé pour donner l'alerte si une personne, un policier ou autre, s'approchait de la planque de la personne. L'histoire se termine plutôt bien quand même pour l'oiseau qui a été remis à un zoo et pourrait apprendre à voler et peut-être pourra-t-il être remis en liberté après. Juste une garde à vue donc pour le perroquet. Une simple garde à vue pour lui. Ça c'est la classe. Pour ta revue de presse, toi Manu, on commence par des fondations suisses infondées. Tout à fait. Car savais-tu que notre chère confédération helvétique se trouve être le pays au monde où l'on dénombre le plus de fondations. Tu sais, ces structures à but non lucratif qu'on trouve un petit peu de plus en plus maintenant, sachant qu'il y a des mécènes qui veulent essayer de faire un geste pour la planète ou pour des bonnes causes. En effet, en Suisse, en tout cas, on trouve 6 fois plus de fondations qu'en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple. Alors pourquoi cette nouvelle vague de philanthropes autoproclamés va-t-elle s'installer en Suisse? Réponse toute bête, les déductions fiscales et l'anonymat.
Problème, aujourd'hui, à l'heure où la lutte contre le blanchiment d'argent, contre l'évasion fiscale et contre le financement au terrorisme bat son plein, de nombreuses fondations d'utilité publique sont donc dans le collimateur de l'Union européenne et de l'OCDE, évoquant notamment la suppression de l'exemption d'impôt. Alors la conséquence directe, tout simplement, c'est que le nombre de fondations en Suisse est au plus bas niveau depuis 10 ans. Juste pour rappel, on dénombre 195 cessations d'activité de fondations en 2018, pour le seul cas de la Suisse, ce qui laisse présager des financements un petit peu douteux peut-être, mais bon, moi ça me fait quand même beaucoup rire. Même si l'action de générosité est peut-être entachée d'autres choses. Légèrement intéressé, on va dire. Donc voilà, c'était mon petit article du jour. Et une deuxième revue de presse sur un anniversaire dans le monde de l'alpinisme, alors un anniversaire un petit peu particulier, funeste Moi, j'ai voulu revenir sur l'une des grandes questions restées sans réponse aujourd'hui sur l'himalayisme, parce qu'il y a 20 ans, le 1er mai 1999, une expédition d'explorateurs retrouvait le corps de George Mallory. Alors pour rappel, George Mallory, c'est le premier homme à avoir tenté de gravir l'Everest. On sait qu'officiellement, c'est Edmund Hillary et Tenzing Norway qui l'ont gravi pour la première fois en 1953, si je ne dis pas de bêtises. Mais en 1924, un Anglais avait déjà essayé, ils étaient deux, Mallory et Irvine. Alors est-il arrivé au sommet? On ne le saura jamais. En 1999, son corps a été retrouvé. Mais est-il arrivé au sommet? De nombreuses expéditions cherchent encore aujourd'hui à retrouver son fameux appareil photo dont il ne se séparait pas, avec peut-être une preuve de son arrivée ou pas au sommet. Alors c'est vrai que tout le monde de la montagne est un peu sceptique parce qu'en 1920, c'était un peu difficile avec les techniques et le matériel d'époque de franchir le fameux second ressaut, le ressaut Hillary, où il faut quand même des techniques et des cordes fixes. Et aujourd'hui, il y a même des échelons qui sont mis dans la montagne. Donc voilà, mais on n'y pense pas assez. Mais George Mallory, c'est un triste anniversaire, mais il faut quand même reconnaître à ces grands hommes vraiment qui étaient explorateurs dans l'âme et exploit, ça prend un tout autre sens avec eux. Le mystère reste encore entier. C'est peut-être ça qui est joli aussi. Aussi, j'aime bien, ça laisse pensif. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres, puis pour le JT. Mais pour moi, j'accueille tout de suite notre premier invité en la personne de Jean-Philippe Montfort. Bienvenue, merci d'être là. Alors vous êtes le nouveau directeur de l'Office de tourisme de la Clusaz. C'est un sacré statut, il faut les épaules pour arriver dans un village comme ça et prendre la direction de l'Office du tourisme. Est-ce que ça se passe bien sur les premières semaines? Comment vous le vivez? Ça se passe bien, merci beaucoup en tout cas pour cet accueil, c'est un plaisir d'être sur le plateau d'Accès Direct. Donc j'ai pris ces fonctions effectivement il y a 1 mois et demi. J'ai pu découvrir la fin de saison, qui a été une belle saison, et puis me familiariser avec cette belle station, ce beau village qui est la Clusaz. Avec la pub pour la Clusaz, il n'y a pas besoin d'en faire, connu nationalement, internationalement, très beau village. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que certes, la station de ski, l'hiver, les pistes de ski, la poudreuse, Balme et compagnie, c'est génial, mais il se passe aussi énormément de choses l'été. Et ces dernières années, vous avez vraiment mis l'accent sur la saison estivale. On y travaille, en tout cas c'est une volonté, je dirais, nationale et internationale de rééquilibrer nos saisons et de valoriser des périodes comme le printemps, l'été ou même l'automne. On a des atouts en montagne et on souhaite bien accueillir de la clientèle, qu'elle soit locale, de proximité, ou de la clientèle de séjour française ou internationale. Ça a été boosté justement, notamment avec la mise en place de Inansi Mountains, une fédération, on peut le dire, de plusieurs collectivités sur notre territoire. Est-ce que ça a vraiment joué un rôle aujourd'hui? On voit la différence déjà? C'est une démarche collective, effectivement, qui rassemble plusieurs collectivités et plusieurs offices du tourisme. Ça fait sens, en tout cas, si on parle d'une promotion à l'international, de rapprocher ce lac et ses montagnes. Annecy, c'est 5 millions de visiteurs par an et on compte bien assurer une interaction entre notre station de la Clusaz et le bassin annécien. Aujourd'hui, on est vraiment sur la fin de saison d'hiver, la der des der, comme on dit. C'est facile la transition entre justement ces deux temps phares, même si on parle d'une montagne 4 saisons, de passage de l'hiver au printemps-été, la transition se fait bien? Elle se fait bien, alors tout à fait, les intersaisons se raccourcissent de plus en plus, donc on a fermé avec la Der des Der, vous le disiez, le 28 avril. Le 11 mai, grand ménage avec un événement festif et ludique autour du ramassage, en lien avec Mountain Riders, le Martiche Day, pardon. Et puis, dès maintenant, nos équipes travaillent sur cette programmation estivale. Et encore une fois, pouvoir accueillir nos clients avec de l'événementiel sur plusieurs grands piliers. Se ressourcer, se dynamiser,
se cultiver. On va en parler un petit peu plus en détail, je vous dirai un petit peu tout ce qui va se passer à la Clusa cet été. L'objectif, en tout cas, c'est d'être vraiment présent pour tous les publics. Quelle que soit l'activité qu'on cherche, on peut trouver son bonheur à la Clusa. Exactement, sur des événements sportifs, avec un début de saison aux couleurs du VTT, l'Alpbike Festival. Le fameux Alpbike Festival, ça devient maintenant quelque chose d'incontournable presque pour la station et pour les Aravis. Pour nous, c'est 3 jours sous le signe du VTT, effectivement, avec plus de 3000 participants sur différents profils de courses, cross-country, enduro, VTT AE de plus en plus. Et puis ensuite, on poursuit avec le Yoga Festival. C'est un autre thème, plus dans... Donc là, on est sur se ressourcer. On enchaîne ensuite sur musique à Beauregard. Se cultiver, événement musical orienté autour de la musique classique. Se cultiver, c'est aussi la fête du Replochon le 11 août. Le terroir, on n'en parle pas assez du terroir. Il y a quand même, on arrive toujours aujourd'hui à faire un peu l'équilibre justement entre toutes ces nouvelles pratiques, le yoga, le VTT, le trail qu'on va évoquer dans quelques minutes. Est-ce qu'il n'y a pas un léger déséquilibre avec la patrie du Reblochon qu'on connaissait encore il y a quelques années? Non, au contraire, on en est fiers et dans ma stratégie, il faut s'appuyer sur le patrimoine, sur les patrimoines de la station, patrimoine naturel évidemment avec les Aravis, patrimoine culturel, patrimoine gastronomique avec le Reblochon, patrimoine architectural également, nos beaux chalets, notre beau clocher. Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, le trail notamment du Bélier qui va arriver également cet été. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir une saison estivale sans organiser en tout cas un trail. Est-ce que concrètement c'était un passage obligé ou que concrètement vous essayez de vous faire un nom là-dedans? Non, alors le trail du Bélier, je pense, est bien ancré à la Clusa et dans les Aravis de manière générale, dans la programmation des trailers en France. C'est un événement qui existe depuis plus de 20 ans à la Clusa, qui monte en puissance toujours, effectivement. Il y a un engouement pour le trail. Nous, pour l'instant, l'ambition, c'est de rester sur un nombre de participants qui reste raisonnable et à taille humaine. C'est aujourd'hui, pareil, on est à peu près sur 3000 participants. Ce qui fait quand même pas mal pour l'organisation. Mais voilà, on a une expérience là-dessus. Il y a un club des sports qui travaille bien à la Clusa et qui maîtrise cet événement. Avec l'année dernière, d'ailleurs, un trail Bélier Blanc qui a eu lieu au mois de janvier et qui augure de belles perspectives. Vous le disiez il y a quelques minutes, il y a toute une partie culturelle qui est indissociable vraiment, notamment avec le piano aux confins, musique à Beauregard. C'est des événements également qui drainent beaucoup de monde dans la station. Ça draine du monde et puis je pense au hameau des Alpes qui a été construit chez nous avec le musée du Reblochon. C'est important pour nous de transmettre et de valoriser notre patrimoine, nos traditions, le Reblochon évidemment. Je pense que pour nos clients, de pouvoir goûter les produits du terroir, c'est important. Qu'ils fassent du yoga, du sport avec du VTT ou du trail ou qu'ils viennent pour se cultiver. De pouvoir interagir avec le patrimoine, c'est important. Et il faut savoir d'où on vient pour construire notre avenir et se fixer une stratégie. Mais oui, à la Clusa, le patrimoine sera toujours bien présent. Bon, on fait languir les gens avec de nombreux événements. Aujourd'hui, il est toujours possible de s'inscrire. Il reste des places pour tous ces événements? Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire. Il reste pour le Trail du Bélier, il faut se dépêcher. Pour l'Alpbike Festival, il y a encore des places. Le yoga, évidemment aussi. Donc n'hésitez pas. Et ça, c'est sur le site internet de la Clusa. De laclusa.com. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas Merci Jean-Philippe d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos plateaux. Je vous souhaite un bon retour dans la station. Merci. Et puis, à bientôt. On est amené à se revoir de toute façon. Bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Le temps pour nous de passer à notre deuxième invité, Sophie Sesma. Salut Manu. Comment vas-tu, Tiens, Sophie? je te laisse ça directement. Ah ouais, j'aime bien merci. quand c'est toi qui viens parce que j'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois. Ah, je t'ai fait un beau cadeau, tu vas alors, moins kiffer quand je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vas trouver ça bien. D'accord, très très bien. D'une certaine manière. Alors, toi tu arrives toujours avec tes superbes trouvailles et à ce que j'ai cru comprendre, on va commencer à parler d'événements heureux et de mariage. Oui, on parle de mariage parce qu'au mois de mai, tu sais, c'est un mois pendant lequel on n'avait jamais le droit de se marier. Bah oui, j'avais noté, attends...
noces de mai ne vont jamais. Exactement. En fait, on pourrait rajouter un nouveau proverbe qui est mariage en mai, mariage foiré, ou mariage raté, si on a envie. Et pourtant, en mai, fais ce qu'il te plaît, ça marche pas pour les mariages. Eh ben non, parce qu'en fait, tu sais, autrefois, donc il faut vraiment qu'on fasse un voyage dans le temps. On va se replonger à l'époque de nos arrière-grands-parents. Okay. Tout le monde est catholique pratiquant. Il faut savoir que les curés avaient vraiment une mainmise sur leur village, sur les ouailles qui constituaient leur communauté religieuse. Et leur communauté de vie dans les villages. Et du coup, en fait, le mois de mai, c'est un mois qui est dédié à la Sainte Vierge. Donc, il était hors de question de se marier au mois de mai. Alors, pourquoi je t'ai amené ça? Bien, parce que tu sais que les vides-greniers et les brocantes ont recommencé, là. Ouais, et donc, moi, j'ai chiné ça la semaine dernière. Au taquet. Au taquet. Moi, je suis levée à 6h tous les dimanches. C'est super. Alors, et du coup... qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un cadre vitrine dans lequel, eh bien, tu as une couronne de mariée. Alors, tu vois, je t'en ai présenté, là, à l'écran. Tu as... Pour t'expliquer ce qu'est une couronne de mariée, il faut là encore repartir un petit peu dans le temps. Autrefois, dans les villages savoyards, par exemple, eh bien, les femmes, elles se mariaient avec leur costume régional. Et tu sais que la mode parisienne, eh bien, comme toute mode parisienne, elle arrive avec beaucoup de retard. Donc, les femmes se sont mariées en Savoie avec leur costume régional, dans certains villages, jusque dans les années 20. C'est vraiment tardif. Or, il s'avère que eh bien, il y en a d'autres qui ont décidé de se marier avec une robe. Alors là, tu vois, cette photo, elle est très intéressante parce que tu as des grands-mères à l'arrière qui sont en costume régional. Ouais, tout à fait. Et puis, tu en as d'autres, eh bien, comme la mariée, qui est à la mode parisienne. Et à la mode parisienne, eh bien, on ne met pas son costume régional et sur sa tête, on met une couronne de mariée. Comme ceci. Voilà, exactement. Donc, à l'intérieur, tu as des fleurs d'oranger qui sont en cire. La fleur d'oranger, elle symbole la virginité. C'est un symbole chrétien qui est assez fort. Et puis, tu vas voir, eh bien, dans ce cadre, il y a une fleur qui est plus sombre que les autres. Est-ce que tu l'as repérée? Voilà, c'est une pensée. Cette pensée, elle a quelque chose de particulier si tu la regardes de près. Oui, ça me fait elle a un peu été peur. faite en cheveux. Et donc, comme deuxième objet, j'avais très envie de te parler de ces objets qui ont été faits en cheveux. Alors moi, j'ai amené une bague qui a été réalisée en cheveux. Là encore, on va refaire un voyage dans le temps. Parce que là, il faut m'expliquer le pourquoi du comment. Oui, ben, je vais t'expliquer. Sache que dans les foyers ruraux, eh bien, parfois, on avait besoin de sous, on avait besoin d'argent et les femmes, elles vendaient leurs cheveux. Alors, elles les vendaient parfois contre de l'argent, des pièces, des billets, mais parfois, eh bien, le marchand de cheveux venait dans les villages et échangeait une tresse complète contre des rubans ou bien contre un long métrage de tissu pour pouvoir se faire une jupe. Les femmes, autrefois, elles ne montrent pas leurs cheveux. Les cheveux sont toujours cachés sous un bonnet. Ils sont toujours tressés, ils ne sont pas laissés libres comme moi. Certainement pour des questions d'hygiène et d'entretien, parce qu'en fait, on ne se lave pas tous les jours. Donc, on change son bonnet régulièrement. Mais tu vois, eh bien, le marchand de cheveux passait. Et donc, avec moi, je ne vais pas gagner grand-chose. Hein, non, toi, tu ne vas pas gagner de sous. Mais par contre, tu vois, tu peux quand même faire un petit présent. Alors, il existe 3 types de bijoux qui sont réalisés en cheveux. Les bijoux d'amitié. Mettons qu'on soit amis, que je décide, moi, de partir. On est en 1850. Eh bien, avec une de mes mèches de cheveux, je vais réaliser un médaillon que je vais t'offrir. C'est chou. Ben oui, c'est chou. Imaginons maintenant qu'on soit mariés. Et que toi, tu sois militaire à l'époque napoléonienne et que tu sois appelé à partir guerroyer loin, eh bien, avec une de tes mèches de cheveux, tu vas réaliser un médaillon que tu vas m'offrir. Donc, deuxième type de bijoux. Il va vraiment me raser, hein, si tu veux me faire un médaillon. Mais tu sais, on pouvait les couper tout petits, un peu comme du hachis. On pouvait faire des très belles compositions. C'est impressionnant. À partir, par exemple, faire une corbeille de fleurs réalisée en cheveux coupés très très fins. Et du coup, on faisait le motif et on allait appliquer les cheveux dessus. Et puis, troisième type de bijou, eh bien, c'est un bijou un peu plus glauque, j'aurais envie de dire. C'est un bijou de deuil, puisqu'en fait, une mèche de cheveux va être prélevée sur le défunt. Et on va réaliser un bijou à partir eh bien, de ces cheveux qui ont été prélevés. Aujourd'hui, ça se trouve encore sur les marchés? Très facilement, mais comme c'est un peu macabre, bah, les gens se détournent facilement de ces objets-là en se disant que c'est un peu dégoûtant. C'est vrai que je trouvais ça joli, mais en un second temps, on va y réfléchir. Tu vois, en fait, on a une approche qui est différente une fois qu'on a compris qu'en fait, il y avait un vrai commerce, il y avait des artisans qui réalisaient ces objets en cheveux. Donc d'abord, ils les faisaient bouillir, et puis on les épouillait, on les enduisait de pois, et puis après, on les enduisait d'amidon, et on réalisait finalement des tas de petites choses très précieuses et très fines. On pourrait croire que c'est du crin de cheval, mais en fait pas du tout. Alors tu vois, moi cette bague-là,
que j'ai acheté. Pour te donner une idée, le dessus est en or, c'est monogrammé, donc là il y a marqué AA et ça vaut une centaine d'euros à peu près. Quand même. Bah moi je trouve que c'est pas très cher. Oh, mais toi, t'es une chineuse. Non mais tu vois, pour un bijou d'époque romantique, c'est pas très cher finalement. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas très cher. C'est un vrai bijou ancien. Il faut savoir que c'est vraiment définitivement perdu. Alors, petit conseil pour les gens qui voudraient acheter des bijoux en cheveux ou des objets réalisés à partir de Sait-on cheveux, jamais, comme des que reliquaires. Vous qui nous regardez, vous pouvez peut-être vous-même acheter des bijoux en cheveux, sait-on jamais. Eh bien, il faut savoir qu'il faut les acheter en parfait état, puisqu'aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui est complètement perdu et que personne n'est à même en France de restaurer ces objets si fragiles et si précieux et si étonnants. C'est vraiment quelque chose de... C'est une curiosité. Ah oui, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Ah, tu vois, hein. Ah, vraiment. Un autre objet aussi, un peu plus dans notre quotidien. Voilà, alors le dernier objet du mois, il faut savoir que le mois de mai, c'est un mois qui est très lié au temps météorologique. Et au mois de mai, eh bien, il y a à la Sainte-Juliette, il y en a un qui est très particulier, c'est à la Sainte-Juliette, rentre tes poulettes. Alors pourquoi est-ce qu'on rentre les poulettes? Eh bien, simplement parce qu'on va aller les vendre. Au mois de mai, eh bien, ceux qui ont des poules pondeuses, on fait pousser, enfin, on fait grandir des poussins pour pouvoir après les revendre. Quand dans tous les foyers ruraux, il y avait un poulailler, mais il faut savoir qu'on ne mangeait pas toujours les œufs, simplement bien parce que les femmes en faisaient le commerce. L'œuf, c'est une monnaie d'échange. On pouvait échanger contre du saindoux ou d'autres denrées alimentaires. Mais c'est aussi, qu'est-ce que je suis en train de me perdre? Non, mais c'est pas grave, j'adore tes explications historiques. Et donc, des coquetiers. Et donc, en fait, le mois de mai, c'est le mois des coquetifils. Donc, ceux qui vont collectionner les coquetifils. C'est joli, hein? C'est mignon. Ça sonne bien à l'oreille. Moi, j'aime beaucoup. C'est presque une petite chanson. Alors là, tu vois, je suis venue avec 4 cocotiers que j'ai chinés tout à l'heure, pour être très franc avec toi. Et j'ai laissé les prix dessus, pour vraiment montrer à quel point faire la collection de cocotiers, c'est très, très abordable. Celui-ci qui est en porcelaine, je l'ai payé 20 centimes. Celui-ci qui a la spécificité d'avoir un ramasse-coque. Donc en fait, tu sais, quand tu vas décapiter ton œuf, eh bien, tu vas mettre ta coque à l'intérieur. 20 centimes. Celui-ci qui est un petit peu drôle avec un petit bonhomme, je l'ai chiné aussi 20 centimes. Et le dernier qui est en verre moulé, un peu grossier, début de siècle, 20 centimes à nouveau. Donc il faut savoir que pour les coquetifils, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Les thèmes les plus faciles d'abord, c'est vraiment la poule. On trouve des poules pondeuses, des petits poussins. Et puis il y a beaucoup de cocotiers aussi sur le thème de l'enfance. Donc il y a de quoi se faire plaisir avec là les brocantes qui ont recommencé. Et sur vraiment des budgets très très sympas. Alors, pour ceux qui apprécient des ensembles plus complets, il y a effectivement des coquetiers, des ensembles avec 6 coquetiers, avec parfois des thèmes art déco, des petites fleurs, des bleuets. Vraiment, c'est un thème de collection très très varié et, je le répète, extrêmement abordable. J'adore quand tu viens parce que j'ai mes anecdotes pour le mois en société, c'est génial. Ben oui, c'est ça qui fait plaisir. Merci beaucoup Sophie en tout cas. À très bientôt. À très vite, hein. Je te fais confiance, je te rends ton... Je repars avec, tu t'en veux pas pendant ton salon? Ça va prendre un peu de place. Ah, merci quand même. À très vite Sophie. Puis j'accueille tout de suite notre troisième invité, Ismaël Ben Slimane. Bonjour. Bonjour. Alors on passe à un tout autre sujet, un peu plus sérieux. Vous êtes doctorant en philosophie politique à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes un des collaborateurs, co-auteurs, on pourrait presque dire, d'un livre qui vient de sortir, que vous avez dans les mains, qui s'appelle RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, on en parle beaucoup, expliqué à tous. Alors j'ai une première question bête et méchante, mais c'est quand même un sacré boulot de vulgariser qui est une notion qui est très politique, alors qui est très dans l'actualité aujourd'hui. Mais pour l'expliquer à tous, ça demande un sacré savoir-faire. Ça vous a pris longtemps pour écrire et pour développer cet ouvrage? Eh ben en fait, l'actualité nous a obligés d'aller assez vite. Du coup, on s'y est mis à 6 finalement. D'accord. Donc il y a 2 auteurs principaux et 4 collaborateurs. Et on a regardé toute la littérature sur cette question. Mais parmi notre équipe, en fait, il y avait déjà des gens qui travaillaient sur cette question. Et on avait prévu de sortir un livre, mais l'actualité nous a forcés à se dépêcher. On va les citer quand même. Les Gilets jaunes ont grandement aidé avec leur mouvement à démocratiser un peu plus, ou en tout cas à refaire parler de ce référendum d'initiative citoyenne. C'était quand même un processus qui est déjà usité dans plusieurs pays et qui a déjà donné de plusieurs lois, est-ce que j'ai compris? Ah oui, un certain nombre. En fait, ça existe depuis assez longtemps.
En Suisse, ça fait plus d'un siècle en fait que ça existe. Même aux États-Unis, par exemple, ils ont voté pour le droit de vote des femmes au Colorado en 1893. Donc ça remonte à longtemps. Il y a de nombreuses lois qui sont passées par référendum d'initiative citoyenne et sur des sujets assez graves, peine de mort, plein de choses. J'allais y venir. Est-ce qu'on a des exemples concrets? Est-ce que ça concerne toujours la politique ou est-ce que vraiment ça peut aller du tout au tout? Quels sont des exemples de lois qui sont passées avec ce référendum d'initiative citoyenne? En fait, il faut savoir qu'il y a eu des référendums à peu près sur tous les sujets et à tous les échelons, étant donné qu'il existe des référendums d'initiative citoyenne à l'échelon municipal, à l'échelon cantonal ou régional, ou à des échelons plus hauts, type l'échelon national, fédéral. Alors, pour un néophyte comme moi, rappelons un peu les modalités. Comment ça s'inscrit, comment ça s'organise un référendum d'initiative citoyenne? Alors c'est tout simple. Dans les pays où ça fonctionne le mieux, comme prenons le cas qui est le plus proche d'ici, la Suisse, par exemple. Au hasard. Il suffit qu'un seul citoyen initie une proposition de loi. Alors souvent, il va le faire avec un collectif, avec plusieurs personnes, parce qu'il faut quand même rédiger une proposition de loi. Donc souvent, on est aidé un peu par des juristes. Voilà. Et après, on va aller chercher des signatures. Donc en Suisse, par exemple, c'est 100 000 citoyens. OK. Et une fois qu'on a ces signatures, il y a une petite procédure qui permet de vérifier que le texte est bien écrit en termes juridiques, etc. Et après, il est mis au référendum quelques temps plus tard. Et si la majorité des gens l'acceptent, la proposition passe. Ça, c'est pour le référendum d'initiative citoyenne le plus basique. Il y en a différentes sortes. Alors, dans cet ouvrage, justement, vous cumulez un petit peu tout ça. Est-ce que cet ouvrage, il est destiné vraiment à tout le monde? Tout le monde peut le comprendre ou il faut quand même des petites notions de sciences politiques, de philosophie politique pour l'aborder? Alors non, justement, on l'a appelé le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. C'était parce qu'on voulait s'adresser à la plupart des gens. Et bien sûr, ça ne demande aucun prérequis. On essaye d'aborder, il y a des petites, il y a les périodes, il y a un chapitre sur l'histoire, un chapitre sur les RIC dans le monde, donc un peu, et ça ne demande pas de connaissances particulières. Et puis après, vers la fin du livre, on évoque plus précisément en France quelles modalités pourraient être mises en place si on voulait mettre en place un RIC. Alors aujourd'hui, c'est vraiment dans l'actualité brûlante. Est-ce que vous avez pris en compte justement les dernières allocutions du président de la République pour mettre à jour l'ouvrage ou est-ce qu'on reste un petit peu large, entre guillemets? Alors, cet ouvrage, il se concentre uniquement sur le dispositif qu'on appelle le RIC, ou le référendum d'initiative populaire aussi, en Suisse par exemple. Et c'est vrai que les derniers, à un moment, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée de faire un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Finalement, il l'a laissé tomber. Donc et puis, il y a forcément le référendum d'initiative partagée. Mais c'est vraiment un autre dispositif. Ouais, donc c'est vraiment pas, on n'en parle pas dans notre livre parce que c'est pas du tout pareil. Bon, on va quand même citer les deux auteurs principaux que sont Clara Egger, qui est donc également docteur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, Raoul Magny-Berton, qui est professeur de sciences politiques également à Grenoble. C'était un travail, j'imagine, commun. Le livre est sorti il y a quelques semaines. C'est ça. À peine aux éditions FIP Éditions. Aujourd'hui, on peut le retrouver partout. Oui, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Toutes les bonnes librairies. Et en tout cas, merci de nous avoir essayé d'expliquer un petit peu ça, en espérant que vous trouviez votre public, vos lecteurs, en tout cas. Merci. Mais j'ai hâte de m'y intéresser pour avoir quelques notions un peu plus que je ne fais qu'effleurer, j'imagine, comme la plupart des gens. Et si ça intéresse les téléspectateurs, demain, on a une conférence sur cette question à 18h30, salle des Eaux et Forêts. Donc c'est à Annecy. Voilà, boulevard du Fier ou avenue du Fier. Voilà, c'est à côté du grand supermarché au nord de la ville, les Eaux et Forêts. Voilà, 18h30. 18h30, si vous voulez en savoir plus sur la question du RIC, n'hésitez pas. C'est, j'imagine, ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr, et gratuit. Bien entendu. Merci beaucoup Ismaël, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi de réaccueillir Clémence Roualdès pour le rappel des titres. Et avec toi, dans quelques minutes, on va parler des places de stationnement. Qui sont de plus en plus difficiles à trouver, surtout celles qui sont gratuites. Et à Annecy, la mairie a envie, et du moins va peut-être augmenter le nombre de places de stationnement payantes cette fois-ci. On va voir ça dans le JT.
Un deuxième reportage dans les titres qui parle des abeilles. Oui, ces petites bêtes qui sont nécessaires à notre écosystème et à notre survie. Il y a des apiculteurs qui font un commerce des reines des abeilles. On verra ça aussi dans quelques minutes. C'est dans le JT à 18h30. On se retrouve juste après une page de pub. À tout de suite.